bonjour à tous. Merci d'être nombreux ce soir. Alors, avant que je laisse la parole à M. Soula sur l'organisation, donc vous aurez l'occasion à la fin de poser des questions. Comme vous êtes nombreux, ce que je vous invite, c'est à écrire les questions et puis j'essaierai de synthétiser les questions pour pouvoir les poser à M. Soula. Puis si elles sont nombreuses, j'aurai l'occasion plus tard de lui poser et de revenir chez vous parce que je sais que tout le monde a aussi un emploi du temps et un timing qu'on va essayer de respecter. Alors, premièrement, je voulais réellement remercier M. Soula, Patrick Soula, qu'on connaît bien chez Financial Business School parce que beaucoup d'étudiants d'entre vous ne savent pas, mais il a été déjà le parrain d'une de nos promotions. Chez Financia, à une remise des diplômes, mais un peu même plus que ça, puisqu'il fait partie aussi des fondateurs de Financia Business School, et donc qui nous a bien aidés au début, où l'école était un peu un embryon, une idée, et il a été toujours présent et à côté de nous, et donc je tenais à le remercier. Et il continue à nous épauler. Et donc, M. Patrick Soula a fait une grande carrière, entre autres, dans la banque, avec des très hautes responsabilités, entre autres. Alors, je n'ai pas tout évoqué parce qu'il a un CV très, très complet. On va passer sur Sciences Po, entre autres, de mémoire l'ENA, je crois, et une formation vraiment de pointe à très haut niveau et une très grande carrière. Et pour ça, je citerai simplement, entre autres, la Société Générale. Entre autres, il y a eu un passage chez Brian Garnier, mais surtout, depuis 10 ans, M. Soula est directeur général chez Unicredit France, en gros, schématisé, dirige en gros la banque d'investissement. Voilà. Et M. Soula vient d'être publié dans une très grande revue de recherche, entre autres, où on a beaucoup aimé son papier, qui vous a été d'ailleurs partagé, pour pouvoir bénéficier de sa vision de la banque d'investissement, un point où ce qu'elle est et ce qu'elle en est aujourd'hui et peut-être ce qu'elle va aller, entre autres, demain. Voilà. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à M. Soula. Je vais faire comme les étudiants, couper la caméra pour laisser le flux et puis je reviendrai pour reprendre les questions des étudiants. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Je te donne la parole. Merci, Alfonso. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir chez moi ce soir. Et je suis très heureux de m'exprimer devant vous, fût-ce par écran interposé. Je ne sais pas si ça marche. Attends, non. C'est bon. Donc, je suis très heureux de m'exprimer devant vous ce soir pour deux bonnes raisons au moins. La première, c'est le thème, la banque d'investissement. C'est un thème qui m'est cher parce que j'ai consacré à ce jour près de 35 ans de ma vie professionnelle au métier de la banque d'investissement. J'ai écrit des articles, j'ai fait de l'enseignement. J'ai co-créé il y a 13 ans à l'Université Paris-Dauphine un master 2 sur la banque d'investissement et le marché. Et la seconde bonne raison que rappelait Alfonso, c'est vous, les étudiants de Financia Business School, parce que je suis depuis le début l'aventure très remarquable de cette école. J'ai eu l'occasion, comme il était dit, de présider une remise des diplômes il y a 3 ans et j'apprécie vraiment le succès de Financia Business School. Alors, j'espère que à cette heure, vous êtes relaxé à l'issue d'une journée de travail, peut-être de télétravail, et j'espère que vous êtes prêts à embarquer avec moi dans le voyage auquel je vous confie sur une brève histoire de l'investment banking, un voyage que j'ai conçu en 7 escales. Mon propos aujourd'hui, comme l'indique l'intitulé de la masterclass, se situe dans le fil d'un article que j'ai écrit, comme le rappelait Alfonso, dans la revue d'économie financière, qui est une revue académique, scientifique. C'est un article d'une vingtaine de pages, mais qui est très facile à lire et auquel je vous renvoie parce que je ne le paraphraserai pas et il n'a pas
franchement d'équivalent dans la littérature française ou anglo-saxonne. Il s'intitule « Brève histoire de l'investment banking du 19e siècle à l'âge des banques de financement et d'investissement aujourd'hui ». Cet article traite particulièrement, dans une perspective historique, de l'évolution du business model des banques d'investissement jusqu'à ce que la crise de 2008 consacre l'hégémonie du modèle de la banque de financement et d'investissement, la BFI, qui s'est définitivement imposé sur le modèle de pure banque d'investissement symbolisé pendant longtemps, par exemple, par la banque Goldman Sachs. C'est important d'avoir cette perspective historique pour une industrie comme la banque d'investissement, pour bien comprendre les permanences, les changements et les ruptures. Et à beaucoup d'égards, j'y reviendrai, la crise de 2008 constitue une rupture. Et c'est sans doute utile pour nombre d'entre vous qui vous destinez au métier de la finance ou de la banque, et notamment de la banque de financement et d'investissement, de bien comprendre où on est, où on va, en sachant d'où l'on vient. D'ailleurs, je vais d'emblée vous poser une colle que je pose régulièrement à mes étudiants de master de Dauphine, master sur la banque d'investissement, et je leur demande pourquoi la banque d'investissement s'appelle la banque d'investissement. Pourquoi ce terme générique de banque d'investissement? Je vous donnerai la réponse un peu plus loin. Je vous laisse le soin d'y réfléchir. Si quelqu'un, entre-temps, a la bonne réponse, n'hésitez pas à la transmettre à Alfonso. Aujourd'hui, et puis juste avant, on parlait avec Alfonso d'émissions d'actions, d'IPO. J'en parlais aujourd'hui avec des gens. Et dans ces opérations d'émission d'actions, d'introduction en bourse, on utilise une technique de stabilisation de marché qui est une option de surallocation qui est dans la main de la banque qui dirige l'opération, que l'on appelle familièrement la green shoe, la chaussure verte. Alors, vous pouvez faire l'exercice, pour tous ceux qui sont dans ces domaines, de demander aux professionnels pourquoi on appelle ça la green shoe. Je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment vous y répondre. La réponse, elle est toute simple, elle est historique. C'est que cette technique a été utilisée pour la première fois pour l'introduction en bourse en 1983 de la Green Shoe Company aux États-Unis. La Green Shoe Company qui a fait faillite depuis longtemps, mais qui a ainsi laissé son nom à la postérité. Ce soir, j'envisage de développer mon propos, pourquoi et comment le modèle de la BFI s'est imposé en une quarantaine de minutes, si vous le voulez bien, ce qui me paraît un bon format pour une visio, avant de laisser la place à vos questions pendant une quinzaine de minutes, comme le disait Alfonso. Je ferai ma présentation en 7 points, 7 thèmes qui s'enchaînent logiquement et chronologiquement, 7 escales que je vous propose dans ce voyage dans l'histoire de la banque d'investissement. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous me présenter et vous dire plus précisément ce qu'a été mon itinéraire dans la banque, dans les métiers de la BFI. Alors, si je reprends depuis le début, c'est-à-dire depuis le bas de cette slide qui est un peu chargée, comme l'a évoqué Alfonso, je suis un ancien élève de l'ENA, personne n'est parfait. J'ai passé 10 ans au ministère des Finances, à la direction générale du Trésor, ainsi que dans différents cabinets. Ensuite, en 1986, j'ai rejoint la BNP, où je suis resté 10 ans dans les activités de banque d'affaires. J'étais un spécialiste des privatisations, j'étais un responsable de l'equity capital market et je suis devenu assez rapidement le responsable de la banque d'investissement, siégeant à ce titre dans le comité de direction générale de la BNP. Et j'étais aussi le directeur général de sa banque d'affaires qui s'appelait la Banexi et qui fut un pionnier en France du M&A, du private equity et des LBO. J'ai rejoint la Société Générale en 1996 comme senior banker, ce qui était un nouveau concept de banquier à l'époque en Europe. J'y suis devenu le responsable des activités de banque d'investissement qui avaient fortement grossi entre-temps et j'ai été pendant 10 ans le directeur général délégué de la BFI de la Société Générale aux côtés d'un nom qui vous est peut-être familier, Jean-Pierre Mustier, dont j'étais l'adjoint. J'ai quitté la Société Générale en 2009
pour des raisons personnelles, familiales, la maladie d'un proche, mais j'ai pu reprendre des activités un peu plus d'1 an après dans une banque d'investissement centrée sur les valeurs de croissance, Bryan Garnier, qu'a mentionné Alfonso. J'y suis resté un peu plus d'1 an et j'y serais resté beaucoup plus longtemps si je n'avais pas été appelé en juin 2011 par mon ancien collègue Jean-Pierre Mustier, qui venait de rejoindre le groupe Unicredit, qui a des racines italiennes, mais qui est une banque pan-européenne, qui est une des principales banques en Europe. Jean-Pierre Mustier, qui était devenu le patron de la BFI du groupe Unicredit, puis ensuite qui est devenu son CEO. Et Jean-Pierre Mustier m'avait demandé de mettre en place en France une plateforme d'Unicredit, Unicredit France, dont je suis devenu le directeur général. Et il m'avait demandé aussi, peut-être surtout, d'aider à mettre en place une approche client dans la BFI d'Unicredit que j'avais développée avec succès à la Société Générale. Après 10 ans chez Unicredit, aujourd'hui, je vais quitter la banque à la fin de l'année après avoir transmis le relais à mon adjoint, Laurence Fraissinet-Dubois. Alors, j'ai eu la chance dans ma carrière de banquier d'avoir accompagné le développement de l'investment banking depuis 1986 et touché à peu près à tous les métiers, alors qu'ils sont aujourd'hui très compartimentés. J'ai participé aux grandes privatisations de 86-88, les années 90, j'en ai été un spécialiste, aux grandes OPA, j'ai été un responsable M&A, d'Equity Capital Market, de DCM, j'ai fait du private equity, j'ai fait des LBO et j'ai même adopté un temps la casquette de régulateur puisque j'étais pendant 2 ans membre du Conseil des bourses de valeurs qui fut un ancêtre de l'actuel AMF. Après cette digression personnelle pour montrer un petit peu un itinéraire dans la banque de financement et d'investissement, je voudrais revenir au cœur de mon sujet, l'évolution du business model des banques d'investissement. Et je voudrais insister, c'est mon premier point, sur ce qu'est l'essence historiquement et toujours du métier d'investment banker. Alors, je pars dans mon article du 19e siècle, la moitié du 19e siècle, car c'est l'époque où se créent les grandes banques en Europe et en Amérique, et aussi les banques d'affaires. J'utilise le terme générique de banque d'investissement qui s'est imposé avec l'hégémonie américaine, même si ces banques d'affaires s'appelaient des merchant banks au Royaume-Uni, et les merchant banks britanniques vont dominer le monde pendant une longue période avant que leurs homologues américaines, les investment banks, ne prennent le relais dans les années 1980. En Europe continentale, prévalait le modèle de banque universelle. Entre 1850 et 1870 naissent à l'initiative d'industriels, de commerçants, la Deutsche Bank, la Commerzbank en Allemagne, le Crédit Suisse en Suisse, Paribas, la Société Générale, le Crédit Lyonnais en France. Les activités de banque d'affaires, ce qu'on appelait alors la haute banque, faisaient partie des activités de banque universelle en Europe continentale, ce qui n'empêchait pas l'existence de banques d'affaires spécialisées comme la banque Lazare, par exemple. Quand j'ai rejoint la BNP en 1986 pour me diriger vers les activités de banque d'affaires, il y avait des gens encore qui disaient que je rejoignais des activités de haute banque, le terme ayant aujourd'hui disparu. À l'époque, banque commerciale et banque d'affaires ou banque d'investissement se positionnent très différemment. Mais c'est très simple. Les banques commerciales s'occupaient du financement à court terme, alors que les banques d'affaires prenaient en charge les financements à long terme en organisant des émissions obligataires et d'actions pour leurs clients, les grandes entreprises, corporates, les institutions financières ou les États. Alors que les banques commerciales prenaient sur leur bilan les financements de court moyen terme, ce que l'on a appelé ensuite le modèle take and hold, les banques d'affaires jouaient, elles, un rôle d'intermédiaire, de pur intermédiaire sur les marchés financiers d'actions ou d'obligations entre leurs clients émetteurs et les investisseurs. Et c'est ce que l'on désignera sous le nom de modèle originate et distribute, origination et distribution. Les banques d'investissement n'utilisaient pas leur bilan, sauf pour garantir la bonne fin à leurs clients de la réalisation de leur émission d'actions et d'obligations, activité de garantie que les anglo-saxons, les Américains,
appelait et appelle toujours l'activité d'underwriting. On voit, on a deux positionnements différents des banques commerciales et des banques d'affaires. Le financement à court terme, d'un côté, les banques commerciales, le financement à long terme, de l'autre, les banques d'investissement. On a deux modèles radicalement différents. Le modèle take and hold, on conserve sur son bilan de la banque, d'un côté, le modèle originate et distribute des banques d'investissement. Ce rôle d'intermédiaire, de pur intermédiaire, c'est l'essence même de l'investment banking. Fondamentalement, l'investment banker, historiquement et toujours, était un spécialiste des marchés de capitaux, ce que l'on appellerait aujourd'hui un originateur equity capital market ou debt capital market. C'est un intermédiaire, c'est un go-between entre émetteurs et investisseurs. L'image du trader, l'image du spécialiste du M&A s'est superposée plus récemment pour des fois devenir une figure emblématique de l'investment banking. Mais ce n'est pas ça, à vrai dire, l'essence de l'investment banking. On y reviendra. Alors, je l'ai dit, la banque d'investissement garantissait à son client l'émission d'actions ou d'obligations. Pour cela, elle achetait à travers un syndicat de banque, c'est la garantie, l'émission à son client pour la revendre, la placer auprès d'investisseurs. Ainsi, elle prenait un risque sur son bilan, un risque de décalage de cours, acheter ainsi les émissions revenait pour les banques d'affaires à procéder à un investissement risqué, la garantie de l'émission, d'où leur appellation de banque d'investissement. On les appelle banques d'investissement parce qu'elles garantissaient, elles underwritaient, elles investissaient en achetant l'émission d'actions et d'obligations pour la replacer. Voilà la réponse à la question que j'ai posée dans mon introduction. Aujourd'hui, ce risque d'underwriting a été considérablement réduit par les techniques modernes d'émission, que ce soit le book building ou le pré-placement. Le positionnement des banques commerciales et des banques d'affaires a été historiquement très différencié en pays anglo-saxons, à la différence de l'Europe continentale, où on avait ces très grandes banques commerciales universelles. Au Royaume-Uni, on a une différenciation de par la spécialisation. Au Royaume-Uni, on a eu longtemps trois types de banques, les grandes banques commerciales, les clearing banks, comme Barclays, les banques d'affaires, les merchant banks, et les banques overseas, les banques de l'Empire, comme HSBC ou Standard Chartered. Aux États-Unis, c'est la régulation qui s'en mêle à partir de la crise de 1929 et l'instauration d'une réglementation, le Glass-Steagall Act, qui ne sera aboli définitivement qu'en 1999 et qui sépare les activités de banques d'investissement et les banques commerciales et qui cloisonne banques commerciales et banques d'investissement. Ce qui fait par exemple qu'au moment de l'instauration du Glass-Steagall Act, JP Morgan, qui est une des grandes banques de l'époque et qui fait les deux types d'activités, est obligé de choisir et à la surprise générale, JP Morgan choisit le statut de banque commerciale, ce qui amène des partenaires mécontents de JP Morgan à créer, à fonder Morgan Stanley. Mon deuxième point est pour souligner que le business model des banques d'affaires, ce rôle d'intermédiaire sur les marchés financiers, ne change guère du 19e siècle jusqu'au début des années 1970, c'est-à-dire ne change guère pendant une très longue période, jusqu'au début des années 1970, qui marque les débuts de ce que j'appelle l'investment banking moderne. Alors, quels sont les facteurs de changement? Il y en a deux en particulier. C'est l'apparition au tout début des années 70 des premières salles des marchés dans les banques d'investissement. Et c'est l'apparition au même moment d'un métier nouveau qui est le M&A. Les premières salles des marchés apparaissent dans les banques d'investissement, les grandes banques commerciales en Europe, alors que le métier d'investment banker était jusqu'alors un métier d'originateur et de conseil. Et les banques d'investissement s'en remettaient à d'autres, des brokers, pour faire la recherche et le placement auprès d'investisseurs. C'est le début d'un fantastique essor des marchés financiers porté par l'innovation majeure
que constituent les produits dérivés. Et rapidement, les traders vont devenir prépondérants au détriment des activités de pure investment banking. Alors, ça, c'est le premier facteur de l'investment banking moderne, l'apparition des premières salles des marchés. Au début, c'est une poignée de personnes, chez Morgan Stanley, chez Goldman Sachs. Le deuxième facteur qui pèse moins lourd en termes de revenus, mais qui est très important en termes d'image, c'est l'apparition de ce métier nouveau qu'est le M&A. Non pas que ce genre de conseil n'exista pas avant, mais ce n'était pas un centre de profit. C'était des conseils que les investment bankers donnaient en plus de leur métier d'underwriting gratuitement à leurs meilleurs clients. À l'époque du gentleman banking, l'investment banker était fidèle à son client fidèle à son investment banker. L'apparition du M&A en tant que métier spécifique altère cette culture du gentleman banking. Dans la chasse au mandat de M&A, si on n'a pas le mandat de son client traditionnel, on le prend de l'autre côté. Pendant un certain temps, les banques d'investissement sont interdits les OPA hostiles, mais cela n'a pas tenu et les banques d'investissement sont mis à faire très régulièrement, à participer à des OPA hostiles. Donc ça, c'est une évolution. Les activités de marché, donc qui n'étaient pas dans le gentleman banking original, le M&A en tant que tel, qui infléchissent fortement la culture des banques d'investissement dans un sens plus opportuniste, plus transactionnel. Il faut revoir les débats de l'époque et, par exemple, constituer des équipes de M&A, et des équipes de M&A au début, chez Morgan Stanley, Goldman Sachs, c'était 5 personnes globalement. Fut très controversé parce qu'on s'est posé la question de savoir si, justement, ce n'était pas générateur de conflits d'intérêts avec les clients établis, si ceci ne poserait pas des problèmes. Donc, c'est ça, l'investment banking moderne, début des années 70, l'apparition des salles de marché et l'apparition du M&A. Mon troisième point chronologique, c'est pour souligner et expliquer comment la banque d'investissement va connaître ensuite un âge d'or, 3 décades prodigieuses dans les années 80-90 jusqu'à la crise de 2008. Ces 3 décades prodigieuses sont marquées par le fantastique développement des activités de marché qui deviennent le moteur essentiel des banques d'investissement. La globalisation des banques d'investissement, et notamment des banques d'investissement américaines qui partent à l'assaut du monde, c'est la marche inexorable des légions de Wall Street sur la cité de Londres. Les grandes banques commerciales américaines et européennes, de leur côté, font des acquisitions de banques d'investissement, s'équipent. Les merchant banks britanniques sont mangés, compte tenu de l'importance de la place de Londres, et disparaissent à peu près complètement à la fin des années 90. Cette période voit aussi la disparition des partnerships qui faisaient l'esprit des banques d'investissement et la cotation progressivement de la plupart des banques d'investissement. Il faut dire que les exigences en capital des activités de marché faisaient que les partenaires avaient du mal à suivre. Cette période, ces 3 décades prodigieuses, cette période est caractérisée par une progression élevée des revenus des banques d'investissement et une profitabilité forte, le fameux ROE. Alors, ces 3 décades prodigieuses, il faut le souligner, ont été portées et parfois dopées par 3 éléments, 3 moteurs qu'il faut avoir en tête parce que ces moteurs vont s'inverser ou jouer de manière différente après la crise de 2008. Ces 3 moteurs qui vont porter les 3 décades prodigieuses, c'est un contexte macroéconomique extrêmement favorable, avec une bonne croissance, avec un phénomène de globalisation financière et aussi un phénomène unique qui est une baisse ininterrompue des taux d'intérêt sur une très longue période, 30 ans, ce qui fut extrêmement propice aux activités de marché. Le deuxième moteur de ces 3 décades prodigieuses, c'est des innovations. Les innovations sont une constante de la finance, une constante de l'activité des BFI, mais on a connu une vague d'innovation pendant cette période d'une ampleur probablement inégalable,
avec le développement des produits dérivés qui constituent aujourd'hui l'essentiel des marchés financiers, dérivés de taux et de change d'abord, puis dérivés d'actions, dérivés de crédit et dérivés de matières premières. Le troisième moteur de ces trois décades prodigieuses, c'est la déréglementation. La déréglementation qui intervient dans les différents pays, c'est les années Reagan, Thatcher, Greenspan, le président de la Fed américaine, qui va présider aussi à ce mouvement. Cette déréglementation qui va favoriser les concentrations et qui va stimuler la croissance des revenus. Croissance des revenus qui va profiter d'une réglementation bancaire et financière rendue très permissive, en particulier pour les activités de marché, dont cela favorise le boom. Ceci m'amène à mon quatrième point, ma quatrième escale, et à la situation actuelle, ouverte par la crise de 2008 et au nouveau paradigme qui s'est depuis imposé. Le nouveau paradigme, le nouveau cadre. En effet, avec la crise de 2008, les conditions de température et de pression ont radicalement changé. Les trois éléments qui avaient contribué aux trois décades prodigieuses s'inversent et jouent cette fois-ci ou défavorablement ou beaucoup moins favorablement. Alors, je reprends ces trois facteurs, ces trois moteurs. Le contexte macroéconomique, ce que l'on appelle le new normal, devient franchement défavorable avec une moindre croissance, un phénomène de déglobalisation et une configuration des taux d'intérêt pénalisante, taux négatifs, courbe des taux plates. Deuxième moteur inversé, c'est qu'à une ère de déréglementation succède une re-réglementation vigoureuse, ce que l'on appelle BAL 3, BAL 4, qui s'attache à juste titre à combler les trous dans la raquette qu'avait révélé la crise de 2008. On durcit les ratios de capital, on introduit de nouveaux ratios sur la structure de bilan des banques, sur leurs coefficients de liquidité. Et puis, troisième moteur, les innovations, elles continuent, elles existent toujours, mais elles sont de portée bien moindre que la révolution des produits dérivés. Alors, tout ceci conduit à une nouvelle situation, qui est la situation présente, pour des banques d'investissement qui sont confrontées à des revenus globalement stagnants, qui baissent même en Europe, qui s'effritent de 2-3% par an en tendance. Et ceci conduit à une profitabilité des banques d'investissement qui est à la peine pour couvrir juste leurs coûts en capital, avec en particulier le poids de la réglementation. Les banques d'investissement avaient, avec les trois décades prodigieuses, cette caractéristique un peu particulière d'être à la fois des industries de croissance et des industries très cycliques, puisqu'elles surréagissent au cycle économique. Elles demeurent toujours aussi cycliques, mais ce n'est plus une industrie de grande croissance. On a une banque d'investissement qui est en train d'atteindre une phase de maturité. Viens faire un câlin à papa. Viens faire un câlin. Le nouveau paradigme, il y a un micro là qui devrait être fermé. Le nouveau paradigme que j'évoquais, qui est très important, tient au fait que les banques d'investissement ne peuvent plus répondre aux problèmes de profitabilité en essayant de diversifier et de booster leurs revenus comme par le passé. C'est fini. Dans un monde où les revenus stagnent, où il devient plus difficile de gagner des parts de marché, vous n'êtes plus maître de vos revenus. Il vous reste donc à agir surtout et avant tout sur vos coûts, à réduire les coûts, à les optimiser. Et c'est dans cette nouvelle logique qu'on est rentré avec la crise de 2008, une logique plus industrielle, dans laquelle, donc, bon gré, mal gré, la banque d'investissement est rentrée. Donc, avec ce nouveau paradigme, on ne peut plus s'ajuster comme par le passé en augmentant les revenus. Il faut le faire en ajustant les coûts. C'est une révolution mentale, c'est une révolution culturelle pour la banque d'investissement et ses personnels. C'est en fait la logique d'une industrie qui arrive à maturité. Mon cinquième point est pour souligner que ce qui a changé aussi avec la crise de 2008, c'est que le modèle de la BFI, ou modèle Corporate Investment Banking, s'est imposé
comme le modèle devenu absolument dominant, terrassant le modèle de la banque d'investissement pure, personnifié par les Goldman Sachs, Merrill Lynch ou Lehman Brothers. Pendant longtemps, on a eu l'opposition entre deux modèles. Le modèle de la BFI, qui venait des banques commerciales européennes universelles, et le modèle pur de banque d'investissement, ce que les Américains appelaient les broker-dealers, qui n'étaient pas régulés aux États-Unis par la Fed, mais par la SEC, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF. La crise du subprime s'est chargée de trancher le débat entre ces deux modèles en envoyant au tapis un certain nombre de banques d'investissement comme Bear Stearns, Merrill Lynch, Lehman Brothers, et ça a conduit des banques comme Goldman Sachs et Morgan Stanley à adopter piteusement en une nuit le statut de banque afin de se placer sous l'aile protectrice de la Fed. Et non seulement elles sont devenues banques, mais elles ont commencé aussi à se diversifier au-delà de leur modèle de banque d'investissement pure. C'est l'exemple de Goldman Sachs qui se diversifie dans la banque retail avec les cartes de crédit, avec les banques en ligne, la banque en ligne Marcus, avec le crédit à la consommation, ou qui étend ses domaines d'action aussi au corporate banking, comme le cash management, ce qui aurait pu paraître absolument inimaginable il y a une quinzaine d'années. Alors, c'est que, et ça c'est très important aussi, avec la crise de 2008, au-delà du modèle de la BFI, ce qui a été plébiscité comme le modèle gagnant, c'est le modèle de banque diversifiée. Modèle qui, il faut le souligner, est depuis longtemps le modèle des banques françaises qui leur a permis de résister assez bien dans la tourmente. Alors, on est passé d'ailleurs aujourd'hui du modèle de banque universelle, il n'y a plus de banque vraiment universelle qui soit capable de faire tout, au modèle de banque diversifiée. Et l'ironie de l'histoire, c'est que aujourd'hui, les plus grandes banques diversifiées du monde, les plus grandes BFI du monde sont américaines. C'est JP Morgan, c'est Bank of America, c'est Citi, alors que c'était jusqu'alors l'apanage des banques européennes continentales. Mon sixième point, est relatif au rationnel fort qui a conduit à rapprocher banque d'investissement et de financement. Ce rapprochement est très important et ce fut une révolution copernicienne que de mettre tous ces métiers sous un même toit, sous une même autorité. Les banques françaises ont été pionnières d'ailleurs, la Société Générale et la BNP, en établissant une BFI en tant que telle dès 1995, en rassemblant sous le même toit ce qui était à l'époque trois entités différentes, la direction internationale, qui fut la grande direction des banques françaises des années 60, la direction des grandes entreprises, la DGE, la grande direction des années 70, et la direction des marchés, la grande direction des années 80. Aujourd'hui, tout le monde a adopté peu ou prou le même modèle d'organisation de BFI. C'est une organisation matricielle importée des banques d'investissement américaines et l'organisation actuelle des BFI françaises est assez représentative. Une BFI, aujourd'hui, c'est fondamentalement le coverage des grands clients plus une product factory, une fabrique de produits financiers avec trois blocs, une division marché, une division financement avec les marchés de capitaux et les financements structurés, et une division dite Transaction Banking, JTB, en fait la banque commerciale pour les grands clients, le cash management, le trade finance. La division client, coverage, a gagné beaucoup d'importance avec l'approche beaucoup plus centrée sur les clients et va suivre les grands clients corporate, mais aussi institutions financières et le secteur public. Au passage, je voudrais souligner l'importance des clients institutions financières. Les banques d'investissement, les BFI, ont généralement une culture qui est assez corporate, assez orientée vers les grands clients entreprises. Aujourd'hui, quand on regarde les revenus des banques d'investissement, c'est moitié-moitié entre les institutions financières et les corporates.
la profitabilité de la relation avec les institutions financières est supérieure. Donc, quand on regarde au niveau des profits d'une banque d'investissement, c'est 2 tiers les institutions financières, 1 tiers les corporates, parce qu'elles sont obligées d'engager beaucoup plus de capital pour les corporates. Ce qui veut dire donc que quand on dit institution financière, eh bien, on dit respect, c'est des clients très, très importants. Alors, il faut avoir aussi en tête que la BFI ne se réduit pas à ses fonctions de front office que j'ai mentionnées, ces fonctions business qui ne représentent en gros que le tiers des effectifs des BFI. C'est donc dire que les 2 tiers des effectifs, aujourd'hui, sont représentés par les différentes fonctions support qui sont essentielles pour le bon fonctionnement de la machine. Le legal, la compliance, les risques, l'IT, les opérations, les directions finances, la RH pour les ressources humaines, l'audit interne. Le rationnel de rapprocher banque d'investissement et banque de financement tient fondamentalement au fait que l'une et l'autre ont désormais adopté la même approche originate et distribute, qui auparavant était le propre de l'investment banking. La banque de financement a abandonné son vieux modèle de take and hold par la force des choses parce qu'elle ne pouvait plus porter sur le dos de son bilan le financement du monde entier et que pour cela, elle avait besoin des marchés financiers. La seule différence de la banque de financement par rapport à la banque d'investissement, c'est qu'elle ne peut pas être un pur intermédiaire. La banque de financement va généralement conserver une part finale des opérations dans ses livres, car le régulateur et le client souhaitent qu'elle reste partiellement engagée en risque. C'est la preuve par le pudding, qu'elle croit dans le risque qu'elle a distribué aux investisseurs. Ce qui a rapproché la banque d'investissement et la banque de financement, c'est aussi de surcroît la recherche de meilleures synergies. Je fais un financement d'acquisition, je l'accompagne de couverture de taux, de change, d'émissions de dette capital market, d'equity capital market. Avec les équipes, je l'accompagne avec les équipes M&A. Donc, c'est des synergies qui sont très importantes et qui demandent une organisation compacte. C'est la recherche également de ce fait d'un meilleur cross-selling dans l'approche des clients, ce qui est devenu un ingrédient clé de la profitabilité des BFI, profitabilité donc qui est difficile. Et c'est enfin cette diversification par la BFI un élément de fidélisation du client, et c'est en particulier un des attraits du cash management et du choix de Goldman Sachs de s'y développer. Si vous faites le cash management d'un grand client, vous connaissez ses flux, vous êtes au contact avec lui quotidiennement et vous le connaissez mieux pour lui présenter d'autres produits. Et c'est enfin, souvent, la volonté des clients, en particulier des grands corporates, d'avoir une relation globale avec leur banque et de voir leurs banques, y compris les banques d'investissement, engager du bilan dans des opérations de financement. Ce qui est un préalable pour toute la relation, de mettre du bilan sur la table, c'est le fameux motto « pay to play ». Pour jouer avec moi, il faut mettre du bilan sur la table. « Pay to play ». Mon septième et dernier point, ma dernière escale, c'est cette question. Les BFI ne sont-elles pas aussi un instrument de souveraineté? C'est une question importante. Aux États-Unis, les banques américaines sont totalement hégémoniques dans leur juridiction et forment un oligopole qui s'est d'ailleurs fortement resserré après la crise de 2008. Les banques asiatiques sont devenues dominantes en Asie. La situation est fort différente en Europe, où les banques américaines font jeu égal avec les grandes banques européennes et tiennent même le haut du pavé dans les métiers les plus stratégiques de l'investment banking, le M&A, l'equity capital market, et dans les produits de marché. Elles sont moins présentes
dans les activités de financement ou de transaction banking qui sont plus dans l'ADN des banques européennes. Est-ce une bonne chose? Faut-il s'en inquiéter? Je pense que oui. Je pense que oui. L'Institut Bruegel, qui est un centre de réflexion européen, s'en inquiétait en 2016 en posant la question dans un article très approfondi au titre évocateur: les États-Unis dominent l'investment banking, est-ce que c'est un problème pour l'Europe? Il n'est à l'évidence pas de l'intérêt de l'Europe et de ces grandes entreprises d'être trop dépendantes des banques américaines et ainsi indirectement des règles de droit et des injonctions américaines. Mais dans le contexte européen fragmenté, n'est-ce pas un vœu pieux de faire valoir l'intérêt d'aider activement à constituer une espèce de JP Morgan européen ou des BFI plus fortes? Au demeurant, il n'y a pas de raccourci ni de remède miracle pour y parvenir, que ce soit par croissance organique, fusion de banques européennes ou rapprochement, coopération entre BFI européennes, mais c'est sans doute un autre sujet de débat, un sujet de débat pour un autre jour. Ce que je voudrais néanmoins souligner fortement, c'est que les grands clients français, dans ce contexte, disposent d'un avantage comparatif très important et par rapport à tous leurs autres homologues européens, il y a en France 4 grandes BFI françaises, la BNP, la Société Générale, CACIB, Natixis, ce qui est unique en Europe. Dans aucun pays européen, on a l'équivalent. Et la banque et la BFI qui aujourd'hui apparaît leader en Europe est capable de rivaliser avec les grandes banques américaines. Aujourd'hui, c'est une banque française, c'est BNP Paribas. Voilà, donc je récapitule mon propos. Ce qui est historiquement et toujours l'essence du métier d'investment banking, c'est ce rôle d'intermédiation, c'est ce modèle originate et distribute. Le business model des banques d'investissement n'a pas changé pendant longtemps, jusqu'à l'apparition de l'investment banking moderne dans les années 70, avec l'apparition des premières salles des marchés, avec l'apparition du M&A en tant que métier distinct. C'est une inflexion dans la culture de gentleman banking vers des approches plus opportunistes, plus transactionnelles des banques d'investissement. On a ces 3 décades prodigieuses, 80-90 jusqu'à la crise de 2008, avec ces 3 moteurs de l'environnement macroéconomique, les innovations, la déréglementation. On a la crise de 2008 qui est un moment de rupture et qui impose un nouveau paradigme. On ne peut plus s'ajuster quand on a un problème de profitabilité par les revenus, en essayant de booster les revenus. Il faut jouer et s'ajuster sur les coûts. C'est une révolution culturelle pour les banques d'investissement qui n'avaient pas été habituées à raisonner de la sorte jusqu'alors. C'est l'arrivée à une phase de maturité. La crise de 2008 consacre aussi l'hégémonie absolue du modèle de la BFI ou CIB et au-delà du modèle gagnant de banques diversifiées. Il y a un rationnel fort qui conduit à rapprocher les banques d'investissement et de financement puisqu'elles ont aujourd'hui largement le même modèle, originate et distribute. Et enfin, les BFI sont un sujet de souveraineté qui est un sujet important pour tous les grands clients des pays européens. Donc, ceci m'amène à ma conclusion. Pour vous, la BFI reste-t-elle toujours aussi attractive pour vous, étudiants de Financia Business School? À cette question, j'aurais du mal à ne pas répondre oui. Alors, tout d'abord, les BFI, même si elles sont arrivées à l'âge de la maturité, sont une composante essentielle des banques, des grandes banques européennes, dont elles représentent 20 à 30% des revenus, parfois plus, près ou plus de 50% dans des banques comme Barclays ou comme Deutsche Bank.
La BFI qu'on avait enterrée rapidement, trop rapidement après la crise de 2008 a bien résisté, mieux que la banque de particuliers, que la banque retail, pris dans les taux des taux d'intérêt négatifs. La BFI est même redevenue tendance, comme le montre en ce moment la Banque Postale qui fait grande publicité sur l'instauration d'une BFI plus large, une BFI qui d'ailleurs dans un premier temps ne comporte pas de M&A, puisque le M&A est un élément important, mais ce n'est pas l'élément essentiel d'une BFI. Pour vous, étudiants de Financia, la BFI offre aussi une grande variété de métiers entre les métiers de front office et les différentes fonctions support. On peut évoluer. Les BFI sont devenus aussi des grands pourvoyeurs de talents pour les autres parties des banques. Regardez les responsables en dehors des BFI dans les grandes banques françaises, par exemple. Beaucoup d'entre eux viennent de la BFI. Un autre élément important, c'est qu'après les errements du passé, les BFI ont retrouvé du sens et le sens commun. Et vous pourrez trouver aussi du sens à ces métiers de la BFI, utiles socialement. D'ailleurs, dans la crise Covid, les BFI sont apparus plus comme partie de la solution que partie du problème, comme c'était le cas en 2008. Les BFI sont plus orientées clients, donc essayent de renouer avec l'esprit du gentleman banking. Elles sont plus éthiques et très fortement engagées dans les problématiques de finances durables et responsables. C'est enfin la BFI, un univers en mouvement perpétuel où on apprend en permanence, où on travaille avec des clients, où on fait des choses concrètes, où la technique compte, le tout au gré des pulsations du monde qui fait varier les marchés en permanence. Quoi de plus passionnant? Quoi de plus passionnant? C'est là-dessus que je termine ma présentation et que je serai très heureux de répondre à vos questions. Merci Patrick, merci énormément pour cet exposé et cet historique de la banque d'investissement où on voit, effectivement, je pense que c'est une vraie opportunité pour nos jeunes, puisque on voit que ça bouge beaucoup quand même. Il y a eu, il y a eu, il y a eu il y a eu des changements et je pense qu'on peut s'attendre à d'autres changements, peut-être certains qu'on n'imagine pas encore. Et je pense entre autres à la digitalisation, mais aussi aux différentes réglementations qui évoluent quand même de manière importante et qui ont quand même un impact hein, sur nos activités. Alors, je reprends un petit peu la question. Il y avait une question qui demandait, alors, je ne sais pas si j'ai réponse, je ne vais pas dire une bêtise, mais peut-être c'est mieux que moi, Patrick. Est-ce que la Banque Postale, il y a de la BFI, il y a une banque d'investissement? Il y en a Oui. une. Alors, il y avait une petite banque, une petite BFI, et ces jours-ci, la Banque Postale a affiché ses ambitions pour constituer, à compter du 1er janvier, donc c'est pour les étudiants de Financia des débouchés supplémentaires, hein, une BFI élargie de plein exercice, donc qui joue pleinement un rôle de BFI. Donc ça prendra du temps, mais c'est une ambition donc, qui montre pour moi hein, que la BFI, c'est tendance, c'est redevenu tendance. Bon, alors un petit clin d'œil à la Banque Postale, puisque hier, j'étais à un dîner caritatif qu'organise la Grande Banque Postale pour les papillons, une association qui aide les enfants atteints de plusieurs maladies. Et son président, Jean-Marc, était là. Et d'ailleurs, j'ai découvert qu'il était un président rocker, hein, il a joué du rock. Petit aparté, comme quoi on peut être grand banquier hein, La Banque Postale et être rocker. Et voilà, et être rocker, en tout cas, c'était son message, puisqu'il se présente comme banquier rocker. Donc voilà, pour les jeunes, on pouvait dire que c'est possible. Peut-être dans quelques années, il y aura des présidents ou des banquiers rappeurs. On ne sait pas. Mais tout est. Il y en a parfois qui ont le blues, hein, mais ça, c'est encore un autre registre. Ah, très beau jeu de mots. Bravo. Alors,
J'ai une question à nos étudiants qui demandent quels sont les blocages pour regrouper des BFI françaises, voire même européennes, hein, pan-européennes. Le problème, c'est que alors, les BFI sont une composante de la banque. Donc, c'est dur de regrouper la BFI sans regrouper la banque. Donc, au fond, la question revient à parler de rapprochement, de fusion entre banques. En France, on a un paysage qui est quand même très largement concentré. Mais où quand on regarde les fusions, j'ai beaucoup regardé ce sujet parce que j'ai beaucoup travaillé sur ces questions. Quand on regarde les grandes fusions bancaires, c'est des sociétés de services où les questions de culture comptent beaucoup. Et quand on fait un peu le bilan des fusions, c'est un grand cimetière où il y a beaucoup de morts. Enfin, il y a beaucoup de fusions ratées. Donc, c'est assez délicat de réussir une fusion. Ce qui marche dans les fusions, ça c'est une recette éprouvée, c'est la fusion domestique. Alors, on l'a fait en France, et puis on continue à le faire dans un certain nombre de pays européens. Donc ça, c'est une recette éprouvée, la fusion domestique, mais l'élément moteur, c'est la partie retail. C'est d'accroître la masse critique sur la partie retail, et la BFI est un suiveur, si je puis dire, dans ces situations-là. Mais ça marche. Ce qui a beaucoup plus de mal à fonctionner, c'est les fusions cross-border entre banques européennes. Donc, c'est un sujet dont on parle depuis 20 ans, mais on n'a rien vu venir jusqu'à maintenant. Pourquoi ? Parce que pour les fusions domestiques, c'est des recettes éprouvées. Alors, ensuite, c'est plus ou moins bien réussi. Mais il y a des économiques qui peuvent justifier la fusion et les risques d'une fusion, parce que c'est des risques élevés. Par contre, jusqu'à maintenant, une fusion cross-border, c'est dur déjà de fusionner des banques domestiques qui ont des cultures différentes. Donc, des banques européennes qui ont des cultures différentes, c'est encore plus difficile. Donc, on a un risque d'exécution qui est accru. Et en regard, les économiques ne sont pas vraiment là. Et donc, c'est ça le principal frein. Donc, les investisseurs qui sont les actionnaires de ces banques sont plus que réticents. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore de marché européen de la banque de particuliers qui pourrait justifier donc d'avoir les économies d'échelle qui font les synergies qui peuvent justifier de prendre ce risque. Alors, pourtant, le régulateur européen, la BCE, appelle aujourd'hui à ces rapprochements et donc serait assez favorable. Il faut tout de suite vous rentrer. Mais donc, ceci ne fonctionne pas. Alors, comme je disais, il y a un grand cimetière, et moi j'avais étudié ça, j'ai même participé à un livre avec un auteur américain qui avait étudié l'histoire des fusions bancaires. Il y a une fusion qui a bien fonctionné, et qui, à mon avis, exemplaire, et qui reste une référence, qui est la fusion qui a eu lieu entre BNP et Paribas. Et ça a été une fusion très réussie, et ça a été une fusion assez réussie aussi dans l'investment banking. Donc, c'est un bon exemple. Alors, pourquoi ça a bien fonctionné d'ailleurs ? C'est très simple. C'est parce que, d'abord, ce n'était pas une fusion d'ego. Alors, on peut écrire d'ailleurs le terme égo de différentes manières. Et une grande fusion, une fusion d'égo, c'est assez dur à mettre en œuvre. Et dans le cas de BNP Paribas, en fait, c'était à l'issue d'une OPA hostile de BNP sur la Société Générale et de Paribas. Je m'en souviens très bien puisque j'étais en charge de la défense et de Société Générale et de Paribas. Et donc, la BNP, sous l'égide de Michel Pebro, a intégré Paribas. Et donc, il y avait un patron, c'était Michel Pebro. Il n'y avait plus d'ego puisque c'était une défaite, c'était une OPA hostile. Et il y avait un pilote et un seul dans l'avion, donc ça c'est absolument essentiel, qui en plus fut magnanime.
Et puis, deuxième facteur un pilote dans l'avion, ça c'est fondamental. Deuxième facteur de réussite, c'est qu'il y avait une complémentarité assez naturelle entre la BFI de BNP et la BFI de Paribas. Donc, on a pu agglomérer sans trop de casse les deux BFI en bénéficiant des points forts de l'un et de l'autre. On a confié la responsabilité des points forts de BNP à des gens de BNP, des points forts de Paribas à des gens de Paribas. Immédiatement, dans une bonne tradition investment banking, ils ont fait de l'épuration ethnique. Donc, très vite, on n'y a plus retrouvé que des BNP ou que des Paribas, mais ça a bien marché. Et puis, la troisième raison, très importante, c'est qu'à l'époque, il y avait un marché très fluide de l'emploi. Donc, très souvent, et donc, il y a pas mal de gens qui sont sortis, qui ont été ailleurs. Il y a pas mal de gens qui ont été recrutés. Et donc, il y a eu très vite une nouvelle génération qui n'était ni BNP ni Paribas, mais BNP Paribas. Et ça a contribué au succès de cette opération. Merci Patrick. Alors, ce que je propose, c'est qu'on va poser deux questions parce qu'il y a énormément de questions. J'ai essayé de un petit peu synthétiser. Une question qui a un lien où effectivement, quand tu as dit, il y avait un commandant dans l'avion. Un pilote. Un pilote, voilà. Et un seul. Exactement, ou un commandant dans le bateau plutôt, ou un pilote dans l'avion. Alors justement, il y avait une question d'un étudiant qui expliquait un petit peu historiquement, comme les banques, par exemple, les banques Lazare qui avaient accompagné, par exemple, des Vincent Bolloré à vraiment développer le groupe. Est-ce que finalement, dans ce métier, malgré tout des évolutions, quel est le rapport avec le client? Est-ce qu'on peut quand même considérer que toutes les évolutions, la base des bases, reste cette relation client? Et comment elle est aujourd'hui? Est-ce qu'elle a évolué, cette relation? Est-ce qu'il y a autant de fidélité qu'à l'époque? Ou est-ce que maintenant, c'est coup par coup? Comment tu vois ça au client? Parce que je pense que c'est le centre. Oui. Alors, je pense que l'évolution des banques et des banques et des BFI aussi, c'est de s'attacher à être beaucoup plus client-centrique, comme on dit, à être beaucoup plus centré vers le client. Sur le client, en étant bien coordonné, avec d'ailleurs ce nouveau concept de banquier qui est le senior banker, qui est normalement le patron dans la relation de la banque avec le client. Donc ça, c'est très important du côté de la banque parce que c'est la relation client, un élément de différenciation entre les banques, la qualité de la relation client. C'est avec le cross-selling aussi un élément, un ingrédient très important de profitabilité. Et les grands clients sont attachés aussi à une relation globale avec leur banque, à une relation de long terme. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles gèrent de plus en plus scientifiquement leur groupe de banque, leur banking group, avec une perspective de long terme. Donc je pense qu'il y a une relation qui est peut-être encore plus privilégiée entre les grands clients et les banques. Et les banques et les BFI ont un capital extraordinaire qui est ce capital de confiance de leurs clients. Qui s'exprime dans la durée. Alors justement, il faut faire attention de ne pas faillir à cette relation. Donc ce capital de confiance de leurs clients, et ça c'est un avantage comparatif et qui n'existe pas chez d'autres fonctions de conseil. Donc là, il y a vraiment un capital, un atout qu'il faut développer, qu'il faut leverager. Alors évidemment, il y a une relation encore plus intime avec les banques domestiques. C'est pour ça que je soulignais combien c'était important et un avantage comparatif pour les grands clients français d'avoir 4 grandes BFI françaises, ce qui n'existe nulle part ailleurs, où on a généralement 1 ou 2 BFI domestiques maximum. Là, on en a 4 et des importantes. On a la plus importante aujourd'hui en Europe, qui est BNP Paribas. Merci Patrick. Alors, dernière question qui est un petit peu globale et qui va porter un petit peu sur les enjeux de demain de la BFI. Alors, c'est sympathique parce que du coup, dans les questions, je traduis un petit peu quels sont les enjeux pour les étudiants. Alors, du coup, je vais les donner un petit peu ceux qu'en fait, ils ont déterminés. Et donc, c'est un peu large, mais tu pourras du coup donner ta vie. Alors, justement, ils se posent des questions de l'avenir. Alors,
de la digitalisation, mais aussi, je dirais, de la blockchain, hein, entre autres, donc de la blockchain, la monnaie crypturale, je dirais, au sens large. L'adaptation avec les néobanques aussi, donc tout ça effectivement est lié. Puis il se pose aussi des questions sur toute la partie RSE, comment elle impacter. Donc, comment on peut imaginer demain les BFI par rapport aux enjeux, en tout cas, que nous ont déterminés nos étudiants. Et bon, ils sont nombreux, il y en a plus de 400. Bon, il y en a même qui ont laissé quelques micros ouverts, mais bon, voilà, ça peut arriver. Voilà. Comment tu vois que la BFI va pouvoir relever un peu ces enjeux de demain qui sont assez larges finalement? Alors, pour les BFI, hein, ce qui est très important, c'est d'être plus client-centré. Plus client-centré. Hein, donc, c'est un effort permanent. Hein, c'est d'être engagé en termes de RSE. Donc, ça, c'est un mouvement de fond qui est irréversible et les banques sont très intimement mêlées à ce mouvement qui est très fort parce que ce n'est pas simplement un effet de mode, ça vient des investisseurs, ça vient des actionnaires, des investisseurs qui l'imposent. Donc, il n'y a pas le choix. Et donc là, ça va aller vite et loin. Et puis, il y a la digitalisation. Donc, je peux dire un mot de la digitalisation et de la manière dont elle se présente, hein, puisque là, j'aborde les choses sous l'angle de la BFI. La digitalisation, enfin la révolution numérique, hein, qui existait avant le Covid hein, d'ailleurs, hein, mais qui est accélérée après la crise Covid, ça affecte tous les secteurs. Hein. Moi, je vous rappelle, discutant avec des patrons de tous les secteurs, leur sujet numéro un, c'était la digitalisation, la révolution numérique. C'est un grand défi pour la banque aussi, comme pour les autres secteurs. C'est néanmoins un défi moins disruptif pour la BFI que pour la banque de particuliers, la banque retail. Pourquoi? Parce que les BFI sont habitués, c'est nouveau pour la banque retail. Les BFI, elles, sont habituées depuis longtemps à ce phénomène de révolution numérique, hein, de digitalisation. Elles y ont été confrontées sur les marchés avec les opérations de dématérialisation, avec l'automatisation des middle, des back-office, avec le développement des plateformes de négociation, avec le développement du trading algorithmique. Ce n'est pas nouveau. Ça fait partie des innovations techniques sur lesquelles la BFI surfe. Alors, ce qui est nouveau, c'est néanmoins pour les BFI que ça s'accélère. Mais ce n'est pas, je pense, disruptif. Alors, ça a des conséquences néanmoins importantes. Ça a des conséquences sur la relation avec le client, hein, puisque les clients sont demandeurs hein, d'avoir des réactions de plus en plus rapides, des solutions de plus en plus simples. Donc, ceci veut dire hein, que le client doit être l'alpha et l'oméga de la révolution numérique, hein, dans les BFI comme ailleurs, mais dans les BFI en particulier. Ça a des conséquences sur l'évolution des compétences. Hein. On a une différenciation qui va s'accentuer entre les métiers à haute valeur ajoutée et les métiers basiques. Les métiers à haute valeur ajoutée garderont de l'importance ou même auront encore plus d'importance avec la fonction conseil hein, auprès des grands clients, alors que les métiers vanille, eux, vont être beaucoup plus menacés hein, par la digitalisation et la révolution numérique. Ça a des conséquences sur le management, hein, c'est-à-dire que le management hein, des BFI, comme ailleurs, mais les BFI devra être plus agile pour s'adapter plus rapidement hein, à ces évolutions. Mais en même temps, les BFI sont parfaitement à même hein, de maîtriser ce mouvement, mais ça peut être un facteur de différenciation entre elles, hein, donc un facteur de compétitivité ou de retard. Et c'est aussi pour la BFI une opportunité, la digitalisation. C'est une opportunité. Pourquoi? Parce qu'on a vu, il y a un problème de profitabilité. Il faut s'ajuster sur les coûts. Il faut s'ajuster. C'est le nouveau paradigme. Et la digitalisation, la révolution numérique est une manière aussi qui peut permettre de réduire considérablement les coûts, hein, notamment sur tous les métiers vanille, sur les back, les middle office.
Et puis, ça peut être également, si on est agile, une source de revenus supplémentaires, hein, si on est capable de tirer parti de cette digitalisation. Hein. Donc, le tableau pour les BFI est assez contrasté et assez positivement contrasté. Et en termes de changement du paysage concurrentiel, ce n'est pas non plus aussi difficile que pour les banques qui, par exemple, hein, se voient sérieusement menacées par les GAFA sur le secteur des paiements. Dans le domaine de la BFI, en fait, on a des fintechs qui se positionnent beaucoup plus en position de partenariat, hein, parce qu'elles peuvent aider à la flexibilité, à l'innovation des BFI, mais elles n'ont pas ni les clients ni le capital. Donc, il y a une association qui peut être assez naturelle et qui n'est pas une vraie menace pour les BFI. Suis-je clair? Écoute, Patrick, je crois que c'était excessivement clair et enrichissant. D'ailleurs même pour moi-même et pour nos étudiants. Nous arrivons au terme, on a un petit peu dépassé, mais on est quand même sur du bon timing. Je voulais aussi remercier, naturellement, te remercier encore une fois, parce que ça donne vraiment la perspective et de la réflexion sur ce métier, des fois pas bien connu des étudiants, donc j'espère qu'on a pu les éclairer. En tout cas, ils ont été nombreux, puisque on a eu en pointe quasiment 450 participants. Donc, bon, pour ce sujet très intéressant et qui les concerne énormément, puisqu'ils vont, la plupart d'entre eux, arriver sur le marché de l'emploi, en tout cas pour le CDI, parce que la plupart sont déjà en alternance et sont déjà en contrat. Et donc, c'est un secteur dans lequel, effectivement, il y aura il y aura des opportunités. Et des fois, avant d'arriver au conseil, il faut savoir aussi passer par un bac, un middle. Bref, on apprend énormément, énormément aujourd'hui. Merci beaucoup, Patrick. Je reviendrai vers toi s'il y a d'autres questions. Avec plaisir. Mais ce soir, je me coucherai un peu plus intelligent. Voilà. Bien. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée à tous, hein.